Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là. Je ne vais pas être très originale, mais j'aimerais remercier vivement les membres de l'équipe du CNESCO qui m'ont invité à participer à cette conférence de consensus et à être grand témoin aujourd'hui. Je crois que hier, Anne Cordier avait trouvé un acronyme qui, à mon avis, parle particulièrement bien de l'équipe, l'acronyme VAR. Valoriser, accompagner, relier. En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous l'a vendu hier soir. Je crois que ces rencontres sont effectivement une bonne opportunité pour valoriser les travaux des chercheurs, certes, mais valoriser également la confrontation de points de vue entre chercheurs et praticiens. On a été longuement accompagnés avec beaucoup de patience pour préparer ces 2 journées d'échange et je remercie encore notamment Julia qui fait un travail extraordinaire. Cette idée de relier, on a souvent l'occasion finalement de relier les chercheurs et les praticiens de terrain, les acteurs de terrain, et pas seulement les acteurs de terrain, grâce au jury de la conférence de consensus, les parents d'élèves, les élèves, tous les acteurs qui s'intéressent à l'éducation et qui devraient certainement échanger plus fréquemment. Le CNESCO nous donne cette opportunité et je voulais vraiment les en remercier sincèrement. Alors, il se trouve que j'interviens en début d'après-midi, c'est l'heure de la sieste. On a vu déjà beaucoup de choses très stimulantes et j'ai essayé de faire la bonne élève par rapport à toutes les consignes que je recevais. Donc j'ai fait une présentation très académique pour vous parler de choses qui ne sont pas académiques. Alors hier soir, dans l'euphorie du moment, j'avais proposé à Julia une danse et un chant pour accompagner la présentation. Je ne suis pas tout à fait au point, donc je vais le faire de façon plus classique. Je pense que ça sera tout aussi bien. Voilà. Alors, donc, la présentation s'intitule « Quel lien établir entre les compétences non académiques, les parcours scolaires et professionnels des jeunes aujourd'hui ?» En sachant qu'on intervient un petit peu à 2 voix avec Even Laurer, j'ai répété pourtant, mais bon. Voilà, qui va plutôt axer sa présentation sur le marché du travail. Donc moi, je vais venir jusque-là pour faire une transition avec la présentation suivante. Je pense que ça fera beaucoup de sens, en tout cas, je l'espère pour vous. Alors, donc on nous a demandé de faire un plan d'intervention. Donc, plan d'intervention, on va faire juste un point très rapide sur finalement les compétences non académiques, de quoi on parle. Ça fait 2 jours qu'on parle de soft skills, de compétences transversales, de compétences de demain. Il se trouve qu'à l'IREDU, on parle beaucoup de compétences non académiques. Je vais vous expliquer pourquoi nous, on a plutôt retenu cet intitulé-là. Peut-être essayer de montrer maintenant ce que la recherche apporte. Alors, je ne suis pas là pour faire la promotion de l'IREDU, même si j'en ai grandement envie, et de l'INSPE de Dijon. Mais je vais essayer de faire un peu un état des lieux de ce que dit la recherche, en tout cas, sur l'impact et l'effet de ces compétences non académiques sur les parcours scolaires. La réflexion qu'on mène à l'heure actuellement, c'est se dire, mais finalement, est-ce qu'il y aurait un lien entre les compétences non académiques développées par les élèves et celles développées par les enseignants? Et donc, je conclurai par une ouverture sur l'importance de ces compétences non académiques sur les parcours professionnels. Le tout en 18 minutes, c'est impossible, mais c'est pas grave, je vais aller assez rapidement. Alors, donc, premier point, juste qu'on se mette un peu d'accord pour savoir de quoi on parle, parce que finalement, si on faisait un petit sondage là dans l'amphi aujourd'hui et que je demande à chacun qu'est-ce que c'est pour vous une compétence non académique, une soft skills, etc., je pense que j'aurais autant de réponses différentes, 6 réponses il y a qu'il y a de participants à cette conférence. Alors, quand on fait un peu un état de lieu de ce qui existe, c'est le premier constat, c'est se dire, c'est pas quelque chose de nouveau, et même Agnès l'a dit ce matin, c'est quelque chose de très ancien comme concept, si vraiment on parle soft skills ou compétences psychosociales. La notion de compétences non académiques, elle remonte aux années 60, en tout cas dans les travaux en sciences de l'éducation. Mais en fait, quand on s'intéresse à cette notion, on s'intéresse à de nombreux concepts ou à de nombreuses notions. Alors, suivant les auteurs, suivant les institutions, vous allez trouver compétences sociales et émotionnelles, ça c'est plutôt l'OCDE.
Tous les travaux anglo-saxons nous parlent plutôt de soft skills, mais c'est très important parce qu'ils nous influencent quand même beaucoup dans la recherche qu'on mène. Je vous expliquerai pourquoi. L'équipe d'Élise Huillery, Yann Algan parlait de compétences socio-comportementales. À l'ADEP, à un moment, on parlait de compétences cognitives. On entend aussi beaucoup parler de compétences non cognitives pour les opposer aux cognitives, de compétences psychosociales, de compétences émergentes. Ça, c'était un débat que j'avais eu avec Thierry Rocher qui me disait non, pour moi, c'est des compétences émergentes. Alors, je vous passe les tenants, les aboutissants du débat, mais pour vous dire que, voilà, suivant le positionnement, notamment institutionnel, on va utiliser des mots un peu différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces compétences, quel que soit le nom, la dénomination qu'on va utiliser, finalement, elles intéressent tout le monde, notamment dans la recherche en éducation. La recherche en éducation étant entendue au sens large. Qu'on soit psychologue, on s'intéresse aux compétences psychosociales, et notamment les psychologues, pour nous chercheurs en sciences de l'éducation, sont très importants dans le rapport sur les mesures de ces compétences, mesures qu'on a du mal, nous, à établir. La sociologie s'y intéresse par toutes les formes de capitaux, capitaux culturels, capitaux sociaux, qui sont véhiculés par ce concept de compétences non académiques. L'économie va s'y intéresser, et les chercheurs en économie de l'éducation s'y intéressent notamment quand ils étudient les externalités positives de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation au sens large va produire sur des individus, sur la collectivité et même sur les gens qui ne sont pas formés. La gestion s'intéresse à ces compétences non académiques, notamment quand on fait faire des bilans de compétences aux personnes qu'on recherche à employer. Bon, les sciences de l'éducation au sens large. La didactique également s'y intéresse beaucoup, en s'interrogeant notamment sur les contenus de formation, à la fois des élèves et des étudiants, mais également, on en a parlé plusieurs fois, des enseignants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces soft skills, ces compétences non académiques, en fait, elles vont varier suivant les contextes scolaires auxquels on va s'intéresser. C'est-à-dire qu'on a des recherches qui montrent, par exemple, que suivant les établissements scolaires dans lesquels on se trouve, on ne va pas forcément développer les mêmes compétences dites non académiques. Il y a des établissements scolaires qui axeront beaucoup les contenus de formation à la pédagogie sur la compétition. Il y en a d'autres qui axeront beaucoup sur la coopération, c'est un exemple parmi d'autres. Suivant le contexte familial dans lequel vous allez grandir également, vous n'allez pas développer les mêmes compétences non académiques. Suivant les contextes professionnels dans lesquels vous allez vous insérer, certaines compétences non académiques seront plus attendues que d'autres ou plus recherchées que d'autres. Suivant les contextes géographiques, et là, j'attire un peu votre attention sur toutes les dimensions de comparaison internationale, on en a très peu parlé jusqu'à présent, et à la prudence qu'il faut avoir quand on fait de la comparaison, notamment entre zones géographiques différentes. Je pense aux tests PISA qui nous disent régulièrement que oh là là, les élèves dans les pays nordiques sont vraiment très coopératifs et qu'ils ont des scores en coopération qui sont bien plus élevés que les élèves français. Et se dire oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que notre système, nous, éducatif, est fait pour développer cette coopération? Est-ce que la façon dont on évalue nous-mêmes nos élèves est propice au développement de cette coopération? Enfin, ça pose quand même un certain nombre d'interrogations derrière quand on fait notamment de la comparaison internationale. Côté de ça, si vous prenez les pays asiatiques, développer le goût de l'effort et de la compétition est tout à fait valorisé. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, les secteurs d'activité, éventuellement même les disciplines. Je passe rapidement sur ce point-là pour vous dire que, bien évidemment, cette notion donc, est fortement contextualisée. Alors, pourquoi nous, finalement, on a décidé d'appeler ce concept non académique? C'est cette idée de se dire, l'apprentissage, il n'est pas forcément scolaire, donc c'est-à-dire que là, on s'est beaucoup interrogé sur la forme scolaire, l'évolution de la forme scolaire. Les compétences non académiques, on peut les acquérir dans toutes les sphères de socialisation dans lesquelles on passe, c'est-à-dire entre nous, là, pendant ces 2 journées de réflexion au CNESCO, mais ça peut être sur les temps de midi, ça peut être dans votre groupe d'amis, ça peut être dans votre famille, avec vos enfants, etc., avec vos amis. Donc ce n'est pas forcément scolaire, ça ne relève pas d'une discipline spécifique, et ça pose la question de la place quand même des disciplines, effectivement, notamment dans les curriculums. Et l'école, en tout cas en France, ne propose pas de contenu dédié ou d'évaluation spécifique sur ces compétences non académiques, même si,
dans le socle commun de connaissances et de compétences, notamment celui de 2016, apparaissent un certain nombre de compétences non académiques que les enseignants vont devoir à la fois transmettre, évaluer et développer chez leurs élèves, tout ça sans leur donner forcément la boîte à outils qui va avec. Donc en fait, on part un peu de l'idée que cette notion de compétence non académique, elle est implicite et elle renvoie à cette notion de savoir invisible dont parlait Rocher déjà dans ses travaux il y a quelques années. Voilà. Et que finalement, ce concept-là de compétence renvoie vraiment à des savoirs qui deviennent de plus en plus visibles pour l'école, mais qui sont en grande partie invisibles dans la transmission scolaire. Alors, le concept n'est pas récent, on vous l'a rappelé ce matin en introduction de la journée. Ceci étant, notamment dans la recherche en éducation, alors nous, en sciences de l'éducation, hein, je mets un peu peut-être de côté les psychologues socio-cognitivistes qui ont, à mon avis, un peu d'avance sur tous les travaux de recherche en sciences de l'éducation. On s'y intéresse récemment pour plusieurs raisons. La première grande raison, ce sont bien sûr les résultats des travaux de recherche des collègues qui nous intéressent beaucoup, et notamment pour l'équipe de l'IREDU, qui est constituée essentiellement d'économistes et de sociologues. C'est le prix Nobel qui va être décerné à Ekman. Ekman, qui est un économiste de l'éducation et qui va être récompensé pour ses travaux sur l'effet des compétences non académiques sur les parcours des individus. Et en fait, ce que montre Ekman dans ses travaux, à travers ses Big Five, alors je ne sais pas si tout le monde est bien coutumier de ce que veut dire Big Five. En fait, c'est un acronyme qui reprend 5 familles de compétences non académiques. En français, si vous voulez retenir l'acronyme, il faut retenir l'acronyme OCEAN. OCEAN, le O, c'est l'ouverture d'esprit. Le C, c'est, me semble-t-il, la communication. Le E, c'est l'extraversion. Le A, en français, c'est pas très joli, mais c'est l'agréabilité, le fait d'être aimable avec les autres, positif, optimiste. Et puis le N, ça renvoie au névrosisme. Vous allez me dire, c'est pas une compétence d'être névrosé, mais en fait, pour nous, ça renvoie au contraire du névrosisme, c'est-à-dire à la stabilité émotionnelle. Voilà. Enfin, je vous la fais rapide, mais voilà, les Big Five d'Ekman, de façon très rapide, c'est ça. Et en fait, ce que montre Ekman dans ses travaux, c'est que ces 5 familles de compétences non académiques peuvent expliquer des parcours scolaires et éventuellement des parcours professionnels. Et ça va être le premier à montrer qu'en termes d'inégalité sociale, la possession de ces Big Five peut compenser un certain nombre de savoirs académiques. Et donc nous, notamment à l'IREDU, ces premiers résultats qui sont récompensés quand même par le Nobel vont vraiment nous interpeller en nous disant, finalement, on cherche à découvrir quelles sont les variables qui permettent d'expliquer les inégalités d'apprentissage. Peut-être que là, on passe à côté de quelque chose de très intéressant et de très important pour pouvoir expliquer les inégalités, mais pas seulement pouvoir les expliquer, pouvoir par la suite jouer dessus. De la même façon, un certain nombre de constats d'organismes internationaux, donc l'OCDE notamment en 2015, hein, quelques années après, mais à peu près dans le même temps, sort un rapport notamment sur ces compétences sociales et comment ces compétences sociales permettent à nouveau de réduire les inégalités sociales et économiques entre individus. Et puis, un certain nombre d'autres enquêtes, PISA que vous connaissez bien, commence petit à petit à intégrer dans les batteries de tests un certain nombre d'items sur ces compétences dites non académiques, et on attend notamment l'extraction des données de PISA 2022 où il y a tout un jeu de données sur ces compétences dites non académiques dans PISA, même si les premiers résultats ne sont pas forcément très flatteurs pour la France, parce que c'est finalement un domaine dans lequel on a peu investigué pour l'instant. Bon, j'ai mis entre parenthèses les classements. Et puis, en France, plus localement, le Conseil supérieur de l'éducation nationale, depuis quelques années maintenant, réfléchit quand même à ces compétences non académiques en étant alerté par un certain nombre de travaux de chercheurs et considère que ces variables-là peuvent effectivement jouer sur la plus ou moins grande réussite ou échec scolaire des élèves. Voilà, d'autres événements sociétaux ont fait qu'on a accéléré la réflexion sur ces compétences non académiques, notamment la vague d'attentats en France en 2015,
où quand même les responsables politiques vont quand même beaucoup s'interroger sur la responsabilité de l'école dans ce genre d'événement. Il y a un certain nombre de réflexions qui vont être entamées. On était en train de réfléchir à une rénovation du socle commun de 2005, où dans le socle commun de 2005, je pense qu'on parlait uniquement un peu initiative, un peu créativité. On était en train de se dire, bon, ce socle, finalement, les enseignants ne s'en sont pas emparés, ils ne comprennent pas forcément l'utilité. On était en train de travailler sur une refondation. Et finalement, les événements sociétaux vont aussi contribuer à certainement faire intégrer dans le nouveau socle de 2016, une dizaine, voire une douzaine de compétences non académiques, au moins pour dire aux acteurs de l'école, voilà des compétences qui semblent particulièrement importantes. J'ai juste mis une référence ici, j'attire votre attention là-dessus. Denis Meuret, suite aux attentats, a publié 4 pages qui sont très faciles à lire, qui s'appelle « L'école contre la fascination pour le djihad » dans la revue Pour, et il montre parfaitement comment l'école pourrait développer un certain nombre de compétences liées au rapport à soi-même. C'est des compétences intra-individuelles, mais la confiance en soi, l'estime de soi, le fait de se faire confiance, d'avoir une estime de soi, c'est 2 exemples que je vous donne parmi d'autres, mais que l'école devrait développer pour permettre aussi aux jeunes de développer leur esprit critique. Le rapport aux autres, comprendre, tolérer les idées d'autrui, respecter les idées d'autrui, pouvoir débattre avec autrui sans s'énerver et en comprenant les arguments qui sont donnés. Et puis le rapport au monde, on en a pas mal discuté dans cette conférence de consensus, notamment sur un certain nombre de compétences nouvelles. Alors dans le rapport au monde, les compétences qui sont liées au rapport au monde, là dans cette note, sont plus en rapport avec le respect des valeurs de la République notamment, mais ça pourrait être un certain nombre de compétences notamment en lien avec le développement durable, comme on l'a vu ce matin. Bon, je passe rapidement, donc des politiques éducatives nationales et internationales qui nous permettent quand même de prendre conscience et pleinement conscience de l'intérêt de ces compétences non académiques. Je pense que je vais passer parce qu'il faut que je tienne le temps. Voilà, l'idée ici, ça a été de se dire, bon, finalement, il faut quand même que, même si on a une vague idée de ce qu'est la compétence non académique, on puisse avoir certains éléments de définition. Donc, on a identifié un certain nombre d'éléments de définition. Donc, une compétence non académique comme une compétence, c'est une mobilisation de ressources, mais là, plutôt des savoir-être, compétences cognitives, émotionnelles ou sociales par rapport à une situation donnée. On considère qu'elles sont caractérisées par leur transversalité. Attention, transversalité ne veut pas dire transférabilité. Transversalité, ça veut juste dire qu'on peut les acquérir dans des sphères diverses et variées, de socialisation diverses. On considère que ces compétences, comme toutes compétences, sont évolutives et dynamiques, et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, ce n'est pas quelque chose qui est inné ou acquis, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, et notamment un certain nombre de travaux le montrent, de psychologues notamment, l'état d'esprit des élèves, qui soient fixes ou qui permettent de raisonner, de se développer et de pouvoir se dire, ben non, c'est pas figé, je ne suis pas nul en maths pour l'éternité, mais je peux m'améliorer si je continue à travailler. C'est un peu cette idée-là de se dire, ces compétences non académiques, tout au long du parcours de l'individu, elles vont évoluer. On le voit très bien avec les adolescents qui, à un moment de leur parcours, sont très introvertis, et puis quand on les retrouve 10 ans plus tard, une fois qu'ils sont bien intégrés dans la société, voilà, qu'ils ont une vie bien établie, qu'ils sont des adultes très épanouis, extravertis, etc. Donc c'est cette idée de se dire, ça évolue au fil du temps, attention, ça peut évoluer dans un sens plutôt positif, comme dans un sens plus négatif, en fonction des événements que l'individu peut traverser. La transférabilité, ce que dit la recherche à l'heure actuelle sur la transférabilité, on en a parlé ce matin avec le collègue qui nous parlait des compétences informatiques. C'est cette idée de se dire, c'est la mauvaise nouvelle, quoi. Alors la bonne, c'est que c'est évolutif, la mauvaise, c'est que, en gros, c'est rarement transférable. Alors, il y a des grands débats au sein de la recherche en éducation pour savoir quelles sont les compétences qui seraient transférables et celles qui ne le seraient pas. Bon, il se trouve que là, pour l'instant, les résultats de recherche qu'on a, on a par exemple une recherche sur les sportifs de haut niveau. À l'IREDU, Karine Erard a mené cette recherche qui montre que les sportifs de haut niveau, notamment les filles sportives de haut niveau,
qui développent des compétences non académiques, de goût de l'effort, de persévérance, de goût pour la compétition, ne transfèrent pas du tout ces compétences non académiques dans les choix scolaires qu'elles vont faire. Elles vont plutôt ne pas s'exposer à des choix trop ambitieux scolairement pour différentes raisons qui sont liées à des arbitrages futurs qu'elles font. Bon, tout ça pour vous dire que la question de la transférabilité, c'est vraiment une question et il ne faut pas croire que parce qu'on aura développé la coopération avec des élèves de CE1 et qui sont tous très coopératifs tout au long de leur vie, il faut vraiment être prudent par rapport à ça. Ce qu'on se dit par rapport à ces compétences-là, c'est qu'elles se rapportent soit à soi-même, c'est-à-dire elles sont plutôt un trait individuel, la confiance en soi, la persévérance, le goût de l'effort, ou bien elles se développent plutôt dans la relation à autrui, elles sont dites interindividuelles, le respect de l'autre, la coopération, justement, la collaboration, etc. Et qu'elles renvoient toujours à des normes et à des valeurs qui ont lieu dans les différentes sphères de socialisation qu'on traverse, que ce soit votre famille, votre groupe d'amis, l'établissement scolaire que vous fréquentez ou plus tard votre sphère professionnelle. J'avance très rapidement puisqu'il faut que... voilà. Alors, les liens avec la réussite et l'orientation... peut-être que là, c'est un résultat plutôt intéressant et plutôt optimiste, c'est se dire finalement, dans tous les travaux de recherche qu'on a, on a beaucoup de travaux anglo-saxons normalement, c'est parfait. On a beaucoup de travaux anglo-saxons, mais maintenant aussi beaucoup de travaux francophones qui montrent un lien entre la possession de ces compétences non académiques et la réussite scolaire. Alors, les exemples, je pourrais vous en fournir à foison, je vous en donne qu'un parce que on parle le mieux de ce qu'on connaît. Une thèse à l'IREDU qui a été soutenue par Agathe Fanchini il y a quelques années, qui montre le lien entre le développement de compétences non académiques chez des élèves à l'école primaire et leur réussite en fin d'année. Elle avait un échantillon sur des élèves de CE2, CM1, CM2, et qui montre effectivement, à partir d'une trentaine de compétences non académiques qu'elle a tenté d'identifier, que ceux qui ont les scores les plus élevés dans ces compétences non académiques sont ceux également qui réussissent le mieux, avec une exception près, c'est le score en coopération, mais on pourra revenir dessus. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais ces recherches, elles sont dupliquées à plusieurs niveaux du système éducatif. On a des résultats similaires, notamment sur le collège. On a des résultats similaires à l'université, où on s'aperçoit que les jeunes qui développent le plus de compétences non académiques, notamment dans la première année de l'université, qui est une phase de transition et d'apprentissage du métier d'étudiant, sont également ceux qui vont le mieux réussir. Ce que dit la recherche aussi, c'est que ces compétences non académiques, dans certains cas, elles sont préalables au développement de compétences académiques. Je vous prends un exemple tout simple. Un élève en CP, pour qu'il apprenne à lire, il faut quand même qu'il puisse rester au moins assis ou au moins concentré sur ce que lui dit l'enseignant pour tenter de lui transmettre un savoir. C'est cette idée de dire que, et ça c'est des travaux qu'on mène actuellement, de savoir est-ce qu'il y a une structure un peu pyramidale de ces compétences, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'il faudrait avoir à la base pour pouvoir ensuite agrémenter d'autres types de compétences, et certainement qu'à la base de cette pyramide, il y a un certain nombre de compétences non académiques, ce qu'on est en train d'essayer d'identifier. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui rejoint les conclusions d'Ekman, alors on est très fiers d'avoir trouvé des résultats qui ressemblent à ceux d'Ekman, mais ce qu'on a regardé, c'est est-ce que ces compétences non académiques peuvent se substituer dans certains cas aux compétences académiques. On a mené une recherche notamment en zone d'éducation prioritaire, d'autres collègues l'avaient fait avant nous, je pense aux travaux d'Élise Huillery notamment et de Guyon, qui montre que finalement, en éducation prioritaire, et c'est ce qu'on avait montré également avec Jean-François Giret, les jeunes en éducation prioritaire ont un certain nombre, alors sans tomber dans le stéréotype, hein, je fais très rapide, mais sur des tests standardisés avec des items issus de PISA, ils ont des scores académiques plutôt inférieurs aux jeunes qui ne sont pas en éducation prioritaire. Par contre, sur un certain nombre de compétences non académiques qu'on avait réussi à mesurer, ils sont plutôt plus forts. Et par rapport aux notes obtenues par leurs enseignants, ils ont plutôt des meilleures notes parce que les enseignants sont plutôt bienveillants avec eux et ont plutôt tendance à les noter pour les encourager ou encourager le progrès. Et en fait, ces jeunes, du fait d'obtenir des notes plutôt correctes de la part de leurs enseignants, vont développer un certain nombre de compétences non académiques très intéressantes, notamment le sentiment de maîtrise, leur rapport à l'école, qui est beaucoup plus positif que lorsqu'ils ne sont pas en éducation prioritaire. Et ces compétences non académiques possédées vont leur faire des choix d'orientation
plus ambitieux que ceux qui ne sont pas en éducation prioritaire. C'est-à-dire que pour l'ambition scolaire et pour le choix d'orientation à la fin de la troisième, par exemple, ils font des choix d'études plus ambitieux. C'est-à-dire que ces jeunes qui ont plus de compétences non académiques, ils nous disent « bah oui, moi je suis capable d'avoir le bac en 3 ans, moi dans 10 ans je serai médecin », alors que ceux à niveau comparable et même à niveau supérieur à des tests PISA qui ne sont pas en éducation prioritaire et qui ont développé moins de compétences non académiques, nous disent bah, « moi le bac, on verra si dans 4 ans je serai avec le bac, puis on verra bien ce que je pourrais faire après ». Je vous la fais rapide, mais c'est un peu ça l'idée. Se dire à un moment, il peut y avoir une compensation entre un défaut de compétences académiques par des compétences dites non académiques. Je passe. Cette idée nous a beaucoup interrogés par rapport à l'étude qu'on avait menée en éducation prioritaire, où les enseignants se déclarent plutôt bienveillants par rapport à leurs élèves, et on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les compétences non académiques développées par l'enseignant et celles de ses élèves? Alors, je passe très rapidement. On a mené ce genre d'études sur 2 niveaux, alors notamment l'IREDU. J'ai dit que je ne parlais pas que de l'IREDU, mais finalement, vous voyez, j'en parle quand même beaucoup. Mais pour vous dire le type de recherche, une première recherche au niveau du primaire, où on a mis en relation, dans la thèse de Denis Tavant, pour lui rendre justice quand même et hommage, on a mis en relation les compétences non académiques de l'enseignant à travers ce qu'on appelle le profil interactionnel de l'enseignant et des compétences non académiques développées chez ses élèves. Et on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation assez forte entre un certain nombre de compétences non académiques qui seraient plutôt de l'ordre de la bienveillance de l'enseignant avec le développement de compétences non académiques chez les élèves, notamment le sentiment d'efficacité personnelle, la persévérance de l'élève, son envie de collaborer avec les autres, etc. On a fait à peu près la même chose au niveau de l'université, sur des données à l'université et des caractéristiques des enseignants universitaires, où on pensait que les étudiants étaient beaucoup plus détachés de leur enseignant à l'université, et ce n'est pas du tout ce qu'on trouve, qu'effectivement, les caractéristiques, les compétences non académiques des enseignants, notamment en CM, des enseignants-chercheurs à l'université, ont une influence très importante, notamment sur le développement de compétences non académiques chez leurs étudiants, et jouent notamment dans l'engagement affectif de l'étudiant dans ses travaux. Bon. Voilà, je passe. Juste pour voilà, faire la transition vers Even, vous dire également qu'il y a un certain nombre de travaux maintenant qui mettent en évidence l'impact de ces compétences, l'effet, pardon, de ces compétences non académiques sur les parcours professionnels des individus. Et que, juste pour vous dire un peu la notion qu'on travaille également, c'est se dire finalement, à un moment où le diplôme n'est plus un signal suffisant sur le marché du travail pour se différencier, le diplôme qui renvoie à ce que Marie Durubella appelle le mérite scolaire, quelque part, en se disant un système méritocratique, le fait d'obtenir un diplôme renvoie à un certain nombre de compétences académiques acquises. C'est cette idée de se dire que ces compétences non académiques développées vont renvoyer cette fois-ci non plus à un mérite scolaire, mais à un mérite professionnel que vont identifier les futurs employeurs. Donc il y a plusieurs théories qui parlent de ça, et Even va vous en parler tout de suite. Voilà.